de hausse du niveau des océans. C'est-à-dire une catastrophe tellement énorme qu'elle est en fait inimaginable. Parvenez pas à imaginer ça. Il y a des sites internet, vous pouvez chercher, où vous pouvez introduire un certain nombre de mètres de hausse du niveau des océans et voir ce que ça donne. Très instructif. Il faudra accueillir beaucoup de réfugiés climatiques flamands en Wallonie. On leur demandera pour qui ils votent d'abord. Hein, pour me faire rire un peu. Bon, alors, le lendemain, donc ça c'était dimanche, le 11 mai, et le lendemain matin, il y avait dans le New York Times, dans la rubrique scientifique du New York Times, qui est très très bien faite, un long article sur les résultats de recherche de deux équipes de scientifiques américains de deux universités différentes et qui, par des méthodes différentes, ont analysé un des endroits, disons, les plus dangereux du point de vue de tous ces phénomènes, qui est une partie de l'Antarctique qu'on appelle l'Antarctique ouest, donc sur la côte ouest de l'Antarctique. Et il y a sur cette côte ouest de l'Antarctique un grand cirque rocheux, des montagnes, qui sont en forme de bol, un bol ouvert vers la mer, un demi-bol si vous voulez, et toutes les parois de ce bol sont évidemment couvertes de glaciers. Les glaciers, comme on sait, ça avance, ces glaciers avancent vers la mer, l'épaisseur de ces glaciers atteint 4 km d'épaisseur, vous pouvez imaginer 4 km de glace, c'est autre chose que ce qu'on met dans le whisky. Et ce qui se passe, ce qui est très menaçant, c'est que le fond du bol et le bas des parois du bol est en fait en dessous du niveau de la mer. Donc la glace glisse sur un socle rocheux qui est sous-marin. Or, du fait du réchauffement climatique, les masses d'eau qui tournent autour du continent antarctique se réchauffent. Je ne vais pas expliquer pourquoi, c'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. Donc ces masses d'eau qui se réchauffent tentent à décoller les glaciers du socle rocheux sur lequel ils glissent. En même temps, le réchauffement fait qu'au bord supérieur du bol, la couche de glace tend à diminuer et donc à devenir de plus en plus fragile. Le résultat, c'est que la glissade des glaciers vers le fond s'accélère. Or, ce fond, il est en pente légère vers les grands fonds océaniques et il présente très peu d'aspérité. Il n'y a pas de chaînes montagneuses ou de collines ou de gros rochers qui permettraient de freiner la chute de la glace. Et les deux études qui se sont menées en parallèle ont toutes deux conclu que dans les siècles qui viennent, ici on ne parle plus de 1000 ou 2000 ans, disons dans quelques siècles, les 6 glaciers qui couvrent ce demi-bol auraient complètement disparu et que donc toute l'eau qui les constitue se retrouverait dans l'océan et que la hausse du niveau des mers qui en découlerait serait de 1,20 m. Et les deux études concluent que le processus a commencé pour cette zone de l'Antarctique ouest, qu'il est trop tard pour l'empêcher. Un des scientifiques qui était interrogé par le New York Times disait « le point de non-retour est déjà dépassé, donc il n'y a plus rien à faire ». C'est comme le bloc de glace que vous avez mis sur la table, vous êtes sûr qu'il va fondre, il n'y a pas de congélateur pour le remettre là-bas. Okay, hein? Donc c'est même assez menaçant, et ce n'est pas tout parce que la disparition de ces glaciers va en fait avoir pour effet que la calotte glaciaire qui est autour, le reste de la calotte glaciaire, va être déstabilisée, que donc ce reste de la calotte glaciaire va voir sa dislocation s'accélérer, que donc le processus menant d'autres blocs de glace à tomber dans l'océan et à faire monter le niveau des mers va s'accroître. Et il faut encore dire, mais c'est pas pour vous faire donner des cauchemars cette nuit, hein, enfin, moi j'en ai eu quand j'ai commencé à travailler tout ça, mais c'est fini. Parce que c'est le capitalisme qui est en cause, il faut combattre le capitalisme, je dirai tout de suite pourquoi. Il faut encore savoir qu'il n'y a pas que cette zone-là. Il y a plus largement l'Antarctique ouest, et puis il y a deux autres points chauds, pour ainsi dire, très menaçants. C'est ce qu'on appelle la péninsule antarctique. Vous savez que l'Antarctique, ça a une forme de haricot avec un germe qui sort là. Ça, c'est la péninsule. La péninsule antarctique, c'est la région du monde qui se réchauffe le plus rapidement aujourd'hui. Le réchauffement de l'air est le plus important, et il y a là une masse de glace accumulée qui correspond à 4 ou 5 mètres de hausse du niveau des océans. Et puis il y a le Groenland, où cette dislocation des calottes glaciaires se produit de façon accélérée. On voit des tas d'images, cherchez sur Internet, vous verrez ça, c'est assez extraordinaire. Là, il y a à peu près l'équivalent de 6 mètres de hausse du niveau des océans. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'on est parti, on dit il y a une menace de catastrophe. Non, la catastrophe climatique, qui est aussi une catastrophe sociale, je vais en dire un mot tout de suite, elle a commencé. Nous sommes dans le processus. Nous avons difficile à nous en
convaincre, parce que nous sommes dans le nez dans le guidon de tout ce dont Céline et Marco ont parlé, c'est-à-dire de la catastrophe sociale, de la pauvreté, de la misère, de l'inégalité, etc. Mais il faut savoir qu'il y a au-dessus de l'humanité une espèce d'épée de Damoclès énorme qui plane et qui va tomber à un certain moment. C'est quoi cette épée de Damoclès? Il faut savoir que pour 1 mètre de hausse du niveau des océans, il y a 10 millions d'Égyptiens qui doivent déménager, parce qu'il y a 10 millions d'Égyptiens qui vivent en dessous d'1 mètre d'altitude dans le delta du Nil. Il y a à peu près 30 millions de Chinois, il y a à la grosse louche 12 millions de Bengalis, une vingtaine de millions d'Indiens, plus toute une série d'autres régions où des centaines de milliers ou des millions de gens devront déménager. Alors on peut dire, on peut construire des digues, ok, on peut construire des digues si on a les ressources financières, si on a l'infrastructure pour le faire, on peut construire des digues d'1 ou 2 mètres de haut, mais pas des digues de 12 mètres de haut. Et même si on pouvait le faire, qui voudrait vivre derrière une digue de 12 mètres de haut, avec l'océan de l'autre côté, sachant que le changement climatique augmente la violence des phénomènes tels que cyclones, tempêtes, typhons, etc. Alors, qu'est-ce que tout ça a à voir avec le capitalisme et avec la démocratie? La première chose qui saute aux yeux comme un coup de pied au derrière, comme disait un de mes professeurs de physique, malheureusement il le faisait quand on disait une bêtise, c'est que de ces centaines de millions de gens qui sont menacés, ce n'est pas les riches. Ça, c'est évident. Les riches, ils ont les moyens de déménager, de s'installer aussi bien ailleurs qu'ils étaient au bord de la mer. Ils resteront toujours au bord de la mer avec une plage privée. Là, il n'y a pas de souci. Les victimes, ça va être les pauvres. On le voit déjà avec ce qui s'est passé avec le cyclone Haiyan aux Philippines. C'est les pauvres qui sont les premières victimes. Qu'est-ce que ça a à voir avec le capitalisme? Ça a à voir avec le capitalisme que la cause de tout ça, c'est la combustion forcenée de ce qu'on appelle les combustibles fossiles, c'est-à-dire le charbon, le pétrole, le gaz naturel, qui contiennent du carbone fossile. Quand on les brûle, ça produit inévitablement du dioxyde de carbone, qui est un gaz à effet de serre, et quand il est dans l'atmosphère, on ne sait pas l'enlever de l'atmosphère. C'est un gaz inerte, il ne peut sortir de l'atmosphère que par la photosynthèse, donc les plantes vertes qui poussent et qui absorbent du carbone, ou bien par le fait que le CO2, c'est ce gaz, est soluble dans l'eau. Par chance, au plus l'eau est chaude, au moins il se dissout, le CO2. Donc le changement climatique accélère le changement climatique lui-même. Donc on est là-dedans. Et pourquoi c'est difficile d'en sortir et pourquoi nous pensons que le capitalisme ne permet pas d'enrayer la catastrophe, je ne parle même pas de l'empêcher, mais tout simplement parce que pour enrayer la catastrophe, pour avoir une chance sur 2 de rester en dessous de 2 degrés Celsius de hausse d'ici la fin du siècle, il faudrait que 4/5 des réserves connues de pétrole, de charbon et de gaz naturel ne soient jamais brûlées, qu'elles restent sous terre. Or, ces réserves appartiennent à des sociétés capitalistes qui veulent les utiliser jusqu'au bout. Si on leur disait vous ne pouvez pas les utiliser, ça doit rester sous terre, ça équivaudrait à leur dire vous devez supprimer du capital, détruire du capital, rayer ça de vos livres de compte où c'est à l'actif pour le moment. Évidemment, ils ne veulent absolument pas le faire. Alors tous les gouvernements font semblant de dire qu'ils connaissent le problème et qu'ils agissent en fonction de ça, et qu'ils vont créer un capitalisme vert. Tout ça, c'est du pipeau complet pour une raison absolument évidente, qui est que le capitalisme est basé sur le profit, et que la course au profit implique pour tous les capitalistes de produire toujours plus, parce que sinon le concurrent, etc., etc. Et comme les combustibles fossiles restent moins chers que les renouvelables, ils produisent en utilisant des combustibles fossiles. Alors qu'est-ce que tout ça a à voir avec les élections? Ça c'est difficile. En fait c'est un problème tellement gros qu'il n'entre pas dans une urne. Et d'ailleurs c'est complètement absent, ou pratiquement absent du débat électoral, du débat politique, alors que c'est une question majeure pour l'avenir de l'humanité. En réalité, le capitalisme est en train de nous préparer un truc de barbarie, à côté duquel ce qu'on a connu au XXe siècle, ça apparaîtra comme des exercices pour enfants, au jardin d'enfants. Les 6 millions de juifs envoyés en fumée, etc., ça semblera de la rigolade. Donc c'est véritablement une situation extrêmement grave et qui nécessite une alternative anticapitaliste globale. Puisque le problème, c'est les combustibles fossiles et le fait que ces combustibles fossiles sont une source de profit pour des groupes capitalistes multinationaux qui préfèrent les brûler jusqu'au dernier kilo de charbon plutôt que de perdre un peu d'argent, il faut exproprier le secteur de l'énergie. Ça, c'est la seule solution. C'est un point important dans le programme du PTB, du programme de la FCR. Je crois que c'est un point important également dans le programme du
PC, je l'espère, je n'ai pas vérifié. En tout cas, c'est un point clé sur lequel il faut essayer tous ensemble d'agir. Et puis, il faut agir sur d'autres choses qui sont plus faciles, mais en ayant ça en perspective. Qu'est-ce qui est plus facile? Demander des transports en commun gratuits pour faire reculer la bagnole. Ça, c'est déjà quelque chose qu'on peut faire tous au niveau d'une administration communale. Demander partout qu'on isole les logements, et puisque ça ne marche pas par la loi de l'offre et de la demande, mais il faut le faire en créant des entreprises publiques d'isolation, rénovation, etc. Je pourrais multiplier les exemples, et j'arrête. Et enfin, dernière chose, tout ça implique un choix de société, une remise en question radicale de ce que nous, à la SR, on appelle le productivisme, c'est-à-dire cette tendance du capitalisme à produire toujours plus. Et quelque part, il faut arrêter ça, parce que la planète est limitée, on ne peut pas faire toujours plus sur une planète qui est limitée. Et donc nous pensons qu'il faut produire moins, produire mieux, produire durable et pas des produits à obsolescence programmée. Et s'il faut produire moins et qu'il faut de l'emploi pour tout le monde, il faut réduire radicalement le temps de travail, aller vers les 32 heures comme première étape d'une société où on travaillera au maximum une demi-journée, 4 heures par jour, 5 jours par semaine. Sans perte de salaire, bien entendu, ce sera le partage des richesses. Merci Daniel. Les différents orateurs, oratrices qui ont passé, ça va pas être facile, mais enfin, ce que je vais faire, c'est en tout cas faire le lien entre justement ce qui a déjà été dit ici autour de la table et l'engagement qui est le mien entre guillemets avec d'autres personnes ici dans la salle du gauche, et ça depuis 24 ans. En fait, dès le départ, mon cheval de bataille en tout cas, ça a été toujours aussi c'était la démocratie, d'essayer de faire évoluer la démocratie. Et donc, je me souviens qu'en 89, lorsque j'ai commencé, une des premières choses que j'avais demandé, par exemple, c'était le conseil communal des enfants. Il a fallu à peu près plus de 20 ans avant qu'effectivement, en Derlu, on instaure le conseil communal des enfants. Ce qui leur permettait d'apprendre ce que c'est que la démocratie, de prendre des décisions en groupe, etc. etc. Et en même temps, c'était aussi une des propositions, c'était de leur faire visiter, par exemple, les camps d'Auschwitz, etc., etc. Donc, notamment l'association Territoire de la Mémoire. Donc, on s'est affilié d'ailleurs, et ça permettait aux enfants d'aller voir ce qui se passait dans le musée juillet qui est à Liège. Mais en même temps, il y avait des orateurs là qui expliquaient un peu ce qui s'était passé. Et je vais vous citer un exemple, par exemple, c'est une personne qui disait, voilà, j'étais prisonnier à Auschwitz, ma femme et tout ça, on était tous là-bas. Et moi, je n'ai pas été gazé, j'étais occupé je devais tondre les cheveux. Et à un moment donné, évidemment, quand les SS étaient là, ils ne pouvaient jamais relever la tête, mais ils devaient toujours travailler la tête baissée et ils tondaient au fur et à mesure. Jusqu'au moment où il a dû tondre sa femme. Donc voilà, c'était le genre de message que j'aimais bien que les enfants, chaque année, la 6e année primaire, des écoles communales et libres, et effectivement, il y a eu ici effectivement des débats, il y a eu le film La liste de Schindler, et ainsi de suite, qui était, qu'on leur faisait passer. Donc pour justement faire comprendre tout un certain nombre de choses, et donc de là, effectivement, il y a eu d'autres histoires, il y a eu, disons, une ligne de conduite qui était par exemple l'émotion. Ça n'a l'air de rien l'émotion, mais ça n'empêche qu'il y a toute une série d'émotions depuis 25 ans qui sont passées ici en Derlu, dont la plupart ne sont jamais passées dans d'autres communes. Je vais reprendre par exemple l'appel de 600 qui date de 96-97, qui demandait déjà l'impôt sur les grosses fortunes, le cadastre des fortunes, etc., etc. Et donc ça n'existait quasi nulle part. Et je me souviens d'ailleurs que c'est Frédéric Boucher, qui était venu un camarade de la région du Centre, qui était venu l'expliquer ici au Conseil communal, et ça a passé. J'ai parlé aussi à ce moment-là, par exemple, j'avais proposé une motion contre l'AMI, l'accord multilatéral sur les investissements. C'est quelque part, en tout cas, ce qu'on revient avec le fameux nouveau traité transatlantique, c'était dans le même style. Là aussi, en Derlu, entre guillemets, sans prétention, on a pu avoir ce genre de débat et discuter. Je me souviens d'ailleurs que le bourgmestre à ce moment-là, José Canon, il me disait, mais c'est pas possible. Si, je lui ai démontré par A plus B que c'était en cours, et donc il a accepté,
Et donc ça passait au conseil communal. Malgré que j'étais de l'opposition, qu'il y avait des tensions, mais quand on arrivait justement avec toute une série de motions comme ça permettait justement les débats. C'est ce que je souhaitais justement prolonger. Et donc, il y a eu aussi des motions, par exemple, par rapport à la mort de Semira Damou, qui a été étouffée par des gendarmes dans l'avion. Vous vous en souvenez aussi, c'était l'expulsion, par exemple, des Tziganes. Je ne sais pas si vous en souvenez, aux alentours de 2000, où, par exemple, on leur avait inscrit sur le bras, à l'encre indélébile, un numéro avant de les renvoyer en charter. Donc, vous imaginez, le message pour l'extrême droite, c'était vraiment une grande victoire pour eux. Or, en réalité, c'était une honte en plus pour notre pays et ce qui se passait. Bien là, voilà aussi des choses qui sont passées ici en Dalu. J'espère qu'il y en a eu dans d'autres. Mais enfin, donc, encore une fois, c'est surtout essayer de faire passer des messages. Et donc, à la longue, pendant plus de 24 ans, je passe les détails, mais on a pu faire toute une série de débats comme ça directement au conseil communal. Maintenant, ce qu'il y a eu, c'est que, bon, ici, il y a 1 an et demi, 2 ans, à ma grande surprise, la majorité est venue me demander pour faire partie de la majorité, mais je leur ai dit, mais il faut être fou pour venir me demander de venir, puisque de toute façon, vous savez bien que je ne me tairai pas, que j'aurai toujours ma liberté de critique par rapport à la majorité, et par rapport à vous, et par rapport au gouvernement, et ainsi de suite. Et apparemment, certains, je ne sais pas si tout le monde connaît le bourgmestre, me disent, il n'y a pas de problème, on le prend quand même comme tu es. Bon, ben, c'est ton plan, mais je veux ma liberté de vote également. Et effectivement, ici au mois de décembre, j'avais d'ailleurs voté contre le budget, notamment en dénonçant sa compagne, la députée bourgmestre, la députée pardon, à la région Wallonne, qui avait voté notamment le fameux traité de stabilité budgétaire, dont les communes vont en pâtir. Et elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Je n'ai rien à faire d'autre. Et donc, évidemment, je l'ai renvoyé à son homologue à Bruxelles, qui, elle, a eu le courage de voter contre. Donc, voilà, c'est toute une série de choses qu'il y a eu. Donc, pour bien vous montrer que, oui, je faisais partie de la majorité, mais il y a eu aussi des motions qui a passé d'ailleurs ici au mois de janvier, contre ce qui s'est passé par rapport aux Afghans, par rapport à ce qui s'est passé aussi à la proposition contre les chômeurs. Donc voilà toute une série de choses et qui ont été votées à l'unanimité. Alors je suis resté saisi parce que alors que j'attaque souvent en plus les libéraux, eh ben, ils étaient même fiers de voter ce genre de motion. Donc là, pour une fois, je suis resté sans voix. Mais enfin, soit le principal, c'est que les motions passent et qu'on peut avoir un débat. D'ailleurs, Frédéric Boucher est venu aussi pour expliquer par rapport aux chômeurs. Et donc ça, c'est la trame, en fait, qu'il y a eu. Juste que obtenir ce qui était dans le programme principal, en tout cas, c'était toute une série de démocraties qui devaient revenir, qui avaient été abandonnées, supprimées. Donc ça, c'était le préalable. Et maintenant, ce qui avait été accepté aussi, c'était justement que la population pouvait interpeller directement le conseil communal à la fin du conseil communal. Donc, juste avant le huis clos. Et donc, le bourgmestre proposait une suspension de séance. Et puis, à ce moment-là, il me disait, ben voilà, prends la parole, gère l'Assemblée. Et donc, ça se passait bien. Il y avait quelquefois 40 personnes qui venaient au conseil communal. Et donc, les questions se faisaient. Et elles interpellaient. Le problème, c'est qu'à un moment donné, elles interpellaient peut-être un peu trop. Bon. Donc elles ont dénoncé un certain nombre de choses, et puis surtout ça allait pour moi ça allait surtout sur l'échevin des travaux, parce que beaucoup de personnes, ce qu'elles interpellaient pour les problèmes qu'elles avaient dans leur rue, ou bien pour les poubelles à puces, ou des histoires de genre-là, et ça n'allait de rien, mais pour les personnes, effectivement, pour les conseils communaux, c'est très important, directement, ils ont contact directement avec les citoyens, donc il faut soulever ce problème-là. Et en même temps, c'était de pouvoir faire des débats beaucoup plus larges. Donc élever le niveau, je vais dire, des débats ici à Anderlu. Et donc ça marchait très bien. Et malheureusement, il y a 2 mois d'ici, ils ont dit, ben maintenant c'est terminé, on arrête tout ça parce que de toute façon, ça va dans... et les questions sont trop politiques. Donc, à mon avis, il fallait plutôt parler de sport, ou bien, je ne sais pas de quoi, de musique, ou ainsi de suite. Quoique, même dans le sport et la musique, on sait qu'il y a quelquefois le politique qui est là derrière. Donc voilà, c'est ça qu'à ce moment-là, avec mon groupe, on a décidé de quitter cette majorité, ce pacte de majorité, et d'ailleurs on avait refusé
tout mandat rémunéré, je veux dire, échevin et ainsi de suite, parce que ça aurait été, la façon de nous faire taire. Mais le problème, en tout cas, ce qu'il y a eu, c'est que la population qui est venue au conseil communal, elle a goûté à ça. Et quand le bourgmestre a annoncé justement qu'il supprimait cette avancée qui était unique en Wallonie, même peut-être en Belgique, je ne dirais pas plus loin parce qu'il ne faut quand même pas être prétentieux. Pourtant, je leur ai expliqué qu'aux États-Unis, pourtant pays libéral, eh bien, c'était encore bien pire que ça là-bas. Dans certains États, au moment du conseil communal, il y a une discussion avec la population. Et puis il y a une discussion rien qu'avec les élus, et puis les élus prennent une décision. Mais à chaque point, la population peut intervenir. Et bien ici, c'est même plus tout ça. Donc on en revient à, je veux dire, je ne vais pas dire à 6 mois, à 1 an de retard, mais enfin, malheureusement, c'était une belle avancée. Moi, j'avais proposé aussi la démocratie participative, puisque j'ai eu la chance d'aller à Porto Alegre, où là, on a vu effectivement des avancées incroyables. Le racisme n'existe